Voilà tout pour la patrie, fidèles téléspectateurs. Nous allons évoluer dans cette émission. Je reçois pour vous justement le professeur qui n'est presque plus à présenter, mais comme il ne vient pas souvent, c'est la première fois que je le reçois dans Congolais Téléma. Il s'agit du professeur Niabirungu. Bonjour. Bonjour Virginie. Bienvenue sur le plateau de Congolais Téléma. Merci. Voilà, on fait l'exception, hein. Vous êtes assis, moi je suis debout. C'est pour cela qu'on a la même taille. Ah bah encore heureux parce que généralement si on t'avait laissé, je serais très 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 petite. Alors professeur, on va parler un peu de l'âme d'une nation. Donc on va partir de la tribu à l'ethnie, mais comment construire l'âme d'une nation? Le problème c'est le lien de sang d'un côté, évidemment, et il y a le lien de sang, il y a la langue et la culture. Est-ce que cela suffit justement, professeur, pour construire l'âme d'une nation? Lien de sang, culture, langue. Non, je pense que, parlant de la nation congolaise, il serait plus adéquat de penser à l'histoire, de penser à l'origine, de savoir que nous sommes un produit de l'histoire. Exactement. Nous sommes un produit de la conférence de Berlin, où des puissances impérialistes européennes se sont réunies sans l'Afrique et ont décidé de diviser l'Afrique en morceaux épars pour en faire des colonies, pour les soumettre, pour les exploiter, pour les rendre taillables et corvéables à merci. Et cela a duré à peu près un siècle. Après ce siècle de la domination, de la colonisation, et suite à des pressions de toutes sortes, aussi bien de l'intérieur du continent que de l'extérieur, les colons ont décidé de lâcher prise. Et nous nous sommes retrouvés entre nous au bout d'une lutte coriace. Souvenez-vous, quand il s'agit du Congo, Oui. on ne peut pas évoluer vers une nation à partir de la colonisation sans penser à la lutte que nous avons menée jusqu'au 30 juin 60, en passant par la table ronde de Bruxelles, qui nous a donné quelques pistes afin que ces anciens colonisés sur le territoire du Congo dit belge puissent vivre ensemble. Mais comme vous le savez, Madame Virginie, la vie ensemble n'a pas été facile au Congo. Exactement. Nous avons sombré dès l'indépendance vers des sécessions katangaises, sécessions kassaïennes, des rébellions moulélistes et autres. Exactement. Bref, nous avons eu trop de problèmes pour nous retrouver sur un idéal commun qui ferait l'unité, qui ferait l'âme de la nation. Je dois dire personnellement que lorsque Mobutu prend le pouvoir, En 65. j'ai 18 ans. Oui. Eh bien, Mobutu a été un moment historique important pour la construction de la nation congolaise. Et cela est acté déjà par l'histoire. Mais les 32 ans du règne de Mobutu, oui, justement, c'est par rapport à là que je voulais dire, est-ce que l'unité a été maintenue, respectée et perpétuelle? Moi, je peux dire que la période de Mobutu, en termes d'unité, en termes de conscience nationale, en termes de retrouver une âme pour la nation congolaise, cette période est la plus bénie. Elle sera considérée dans l'histoire comme un moment important pour la générescence de la nation congolaise. N'oubliez pas, quand nous assistons au mouvement du recours à l'authenticité, par exemple, c'est bien sûr à la recherche de notre âme. Voilà, d'une identité. Nous ne pouvions pas avoir la même âme que ce que les Belges nous ont laissé. Nous ne devrions pas avoir la même âme que celle que traduisaient les noms et prénoms chrétiens.
Nous devrions retrouver notre âme en renouant avec notre histoire. Et notre culture au même moment. Alors justement, parce que la période Mobutu, on se souvient de Tata Moko, Mama Moko et Kolobo Moko. Merveilleux. Oui. Merveilleux. Mais au fur et à mesure, bon, partir de là déjà, partir de cette unité-là, qu'est-ce qui a fait justement que aujourd'hui, il est difficile de nous retrouver encore ensemble, de parler le même langage, d'avoir la même âme, d'avoir un même objectif qui est la paix? C'est qu'il y a un problème dans notre croissance. Nous ne profitons pas de chaque étape pour aller de l'avant. Les étapes qui se suivent, les unes sont la contestation des autres, des remises en cause permanentes. Effectivement, un dialogue trop difficile. Nous sommes devenus une nation très divisée. Et pour cela, il faut absolument nous mettre en cause. Pourquoi nous ne pouvons pas comprendre que la nation, c'est la meilleure formule moderne pour la cohabitation pacifique à l'intérieur de nos frontières. Vous voyez que quand nous parlons nation, au sens traditionnel, au sens classique, c'est supposer que nous avons la conscience d'être un peuple. Nous avons la volonté de vivre un destin commun. Commun, exactement. Nous avons une obsession de nous inscrire dans l'histoire. Qui nous a déjà réunis depuis longtemps là. De sorte qu'on soit en mesure de dire le Congo est véritablement une nation parce que de génération en génération, il est capable d'exprimer sa volonté de vivre ensemble, d'engager des efforts pour un destin commun et de traverser des générations avec une identité qui en fait un peuple à part, un peuple fier de lui-même, un peuple capable de dire oui, de génération en génération, nous vivons toujours mieux qu'avant. Voilà, on élègue un peu tous les petits défauts au fur et à mesure qu'on avance parce que nous sommes sur le même sol. Nous avons un pays plus beau qu'avant. Voilà. Nous nous aimons plus que jamais. Donc et nous pouvons même quitter cette terre sachant que nos enfants vivront encore mieux que nous. Mieux que nous, parce qu'ils vont harmoniser encore. Alors, il faut y arriver. Professeur, justement, je vais quand même prendre la toute petite pause, si vous permettez. Et là, je reviens, je voudrais qu'on puisse, en complicité avec la réalisation, Riflongandou, André Njeka, revenir justement sur l'appel à l'unité. Et je vais voir si ça répond aux aspirations profondes du professeur. S'il vous plaît, si on peut me remettre l'appel à l'unité. Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir, sous de fallacieux prétextes d'ailleurs. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde, et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda, parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause, qu'il a fabriqués. Et il envoie ces gens traquer, violenter, massacrer des Tutsis pour dire « Ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger ». Donc, méfiez-vous, chers compatriotes, je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige, grâce à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminé. Je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas là. Vous avez parlé des 32 ans d'unité,
du recours à l'authenticité, mais voilà aussi en 2019, le président qui arrive, lui, ne veut pas de discrimination. C'est une bonne chose. Aucun président digne de son rang, digne de sa fonction, ne peut ériger des discriminations Au sein du peuple. en principe ou en règle de conduite. Néanmoins, nous sommes une nation diverse, en ce sens que nous sommes de nombreuses ethnies Exactement. qui se sont retrouvées au départ par la contrainte, qui ont partagé un destin commun de souffrance, de soumission, de négation de leur dignité. Et cette expérience de négation de notre dignité doit être un facteur d'union. Ces souvenirs communs des souffrances vécues de la part des mêmes tyrans. Ce que nous avons vécu. Ça doit nous unir. Mais sans jamais perdre de vue, c'est aussi cela l'âme de la nation, que nos ethnies sont notre identité, que ces ethnies, mais cela ne nous empêche pas de vivre ensemble, même si nous avons... au contraire, nous obligent de vivre ensemble, de changer nos valeurs, des valeurs culturelles, des valeurs spirituelles, des valeurs relatives à nos ambitions, des valeurs relatives à la réalisation de notre destin. Exactement. Donc la diversité est un facteur fait plutôt partie positif. même et de notre identité et de notre souveraineté. Ce n'est pas un obstacle, au contraire. Alors là, professeur, comme notable et président de la communauté Hutu, comment pensez-vous rendre perpétuelle justement la cohabitation harmonieuse entre justement la nationalité d'un côté, l'identité tribale dans notre société? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que... La question que vous posez a une réponse. C'est dans l'article 10 de la Constitution. Bon, qu'est-ce que dit l'article 10, professeur? D'abord, un aspect historique. Oui. Lorsque les Belges proclament l'indépendance du Congo le 30 juin 60, oui. ils s'adressent à qui? Ils s'adressent à des gens qui, la veille, étaient des sujets belges. Oui, oui. Et en disant, vous êtes indépendants, il est en train de nous dire, ne me regardez plus. Donc, oui, voilà. Je vous avez tout perdu, en fait. Je vous laisse entre vous trouver une façon de rester unis. Moi, je vous ai réunis par la chicotte. Vous trouvez des valeurs nouvelles qui vont vous rassembler, vous unir, vous donner un projet d'avenir, vous permettre de traverser les âges. C'est ça le message. Est-ce qu'on est à moi malédiction, professeur? Malédiction, c'est un partage. Mais ce qu'on bannit sous qu'on rappelait la chicote, mais ils ne pouvaient pas changer l'histoire. L'histoire qu'ils nous ont imposée est connue de tous. Quelles que soient les manœuvres, les manigances et les dissimulations, on allait toujours savoir que le régime d'indépendance et de souveraineté vient de succéder à un régime de soumission. Maintenant, nous nous retrouvons entre nous le 30 juin 60. Étions-nous déjà préparés justement? Nous étions préparés, mais on ne l'est jamais assez. Nous avions des retards dans l'organisation même des Belges qui ne favorisait pas une scolarité généralisée ni de haut niveau. On n'a pas eu beaucoup d'évoluer justement à l'époque. Contrairement aux autres colonies qu'on a appelées britanniques ou françaises, ou des originaires des territoires occupés, colonisés, siégeaient déjà dans les institutions britanniques ou françaises. Chez nous, aucun nègre, aucun Congolais n'avait pu siéger dans une structure belge
À l'époque, avant, oui. Pendant la colonie. Donc ce retard nous a causé beaucoup de problèmes. Mais nous ne pouvons pas perdre de vue que nos leaders ont eu l'occasion d'affirmer les idéaux, d'affirmer les valeurs qui devaient nous rassembler et nous permettre d'aller de l'avant. Tout le monde a à l'esprit le discours du 30 juin de Patrice Emery Lumumba. Oui, un Ce discours improvisé, à ce qui paraît. Mais substantiel, qui est une charte du futur. Mais c'est parce que ce discours était une charte du futur qu'on n'a pas donné à Lumumba le temps de le mettre en œuvre. Dans les 6 mois qui ont suivi, il n'était plus. Les colonisateurs... Donc, malgré que Batikaki, mais ils avaient quand même un œil là-dessus, parce que c'est eux Batikaka. Mais Lumumba, hein? Bien sûr, mais vous savez bien dans l'histoire de notre décolonisation, après la colonisation, quel était le terme le plus en vogue? C'est le néocolonialisme. Voilà. Ils ne nous ont pas laissé de bon cœur. Ils auraient voulu continuer. Ils ont tenté sur le plan économique. C'est ça qu'on a appelé le néocolonialisme. Et on a le qui prof mais n'a pas ça qu'on quitté. Voilà, pour ça ils ont quitté. Ça c'est clair. Donc division na biso makasi base nango eza bango. Moi je pense que on ne peut pas ne pas les pointer du doigt. Oui, ils ont une grosse responsabilité. Maintenant revenons à nos ethnies. Puisque c'était votre question. Oui, quand vous lisez l'article 10 on était sur de la Constitution, 10, exactement. Il est dit que sont Congolais les citoyens dont les descendants étaient sur le territoire actuel de la République démocratique du Congo au 30 juin 60. Voilà, à partir de l'indépendance. Oui. Voilà. Donc, l'ethnie fait partie de notre identité constitutionnelle. Exactement. Et je voudrais rappeler, puisque on en parle. Vous ne perdez pas de vue que je suis juriste. Non, mais oui, c'est vrai, c'est parce que je ne vous ai pas présenté sous cette casquette-là. Voilà. C'est aussi le maître que j'ai sur ce plateau. Je voudrais vous dire que dans de grandes et nombreuses lois, notamment la loi organique sur les forces armées, la loi organique sur la police nationale congolaise. Ces lois précisent que dans le recrutement et l'organisation et le fonctionnement des forces armées et de la police nationale, la représentativité ethnique doit être prise en compte. Voilà, respectée. Moi, j'aurais préféré respecter. Vous voyez, voilà. C'est-à-dire, aucun Congolais ne peut avoir des revendications légitimes s'il n'a pas au préalable prouvé qu'il est Congolais par ses ascendants qui étaient là au 30 juin 60. Ayant cessé d'être des sujets belges, nous sommes devenus des citoyens congolais. Voilà. Donc la fierté d'une ethnie, l'identité d'une ethnie, c'est une mise en œuvre de notre propre constitution en son article 10. Et nous devons être fiers. Alors justement, je voudrais savoir, parce que sur toutes ces formes juridiques, quelle est la place des sociétés modernes attribue-t-elle justement à la question de la nationalité aujourd'hui? Mais la nationalité, madame, c'est quoi? C'est un mécanisme, je dirais, plus international que national, qui permet au monde entier d'être administré en confiant chaque entité à un État déterminé, à une nation souveraine déterminée. Quand nous revendiquons la nationalité congolaise, quand nous nous proclamons Congolais, c'est pour dire que sur le territoire où nous vivons,
et que la communauté internationale nous a reconnus. Nous administrons les habitants de ce territoire. Nous les administrons dans le respect des droits de l'homme. Nous les administrons dans le respect de l'identité de chacun, dans l'attente de l'apport de chacun de nous. En ce moment-là, nous sommes, je dirais, redevables devant la communauté internationale. Ils ne s'intéresseront pas à nous tant que nous fonctionnons bien. Mais si nous trébuchons, si chez nous c'est des conflits, si chez nous c'est la violation systématique des droits de l'homme, vous verrez les puissances étrangères venir se mêler, s'ingérer pour dire que votre gouvernance ne tient pas. On doit vous aider, à la limite vous administrer. Et c'est une grosse responsabilité de jouir d'une nation parce que vous avez la charge de la gérer pour le bien de l'humanité. Voilà, exactement. Alors, professeur, nous allons tendre lentement, sûrement vers la fin. Les frontières comme espace d'échange servent-elles au peuple d'affronter les défis de la cohabitation ou bien se déchirer entre les communautés, l'espace? Non, c'est par mauvais leadership. Normalement, les communautés existent pour célébrer leur identité, pour célébrer leurs valeurs spirituelles, morales, culturelles, historiques, pour célébrer leur capacité de produire, de faire une économie, de produire des richesses, d'en assurer la répartition équitable. Les communautés ainsi définies ne peuvent pas vivre par elles-mêmes ou pour elles-mêmes. Elles vivent ouvertes sur les autres. C'est cette ouverture qui nous donne la chance de trouver un lieu où nous pouvons mettre en commun tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, et au service d'une nation commune, en l'occurrence la République démocratique du Congo. Se déchirer au nom d'une communauté, au nom d'une tribu, ce sont des erreurs graves qu'il ne faut jamais tolérer. Bon, parce que c'est ce que nous, on vit un peu. Bon, c'est vrai que ça, c'est ce que nous vivons un peu à travers cette agression de 3 décennies. Il y a justement l'histoire de communautés qui commence à diviser. Et pourtant, moi, je dis toujours, entre communautés, on doit se regarder comme des frères. Mais plus que jamais des frères. Parce qu'on vous demande d'assumer un destin commun. Vous êtes responsable de vos enfants, de vos petits-enfants. Vous êtes responsable de leur avenir, de leur bonheur. Vous êtes responsable de la paix avec tous vos voisins. Vous êtes redevable devant le monde de ce que vous faites des missions, des territoires, des terres, des richesses qu'on vous a confiées. La diversité culturelle ou communautaire, c'est un facteur d'unité. Parce que pour s'unir, il faut être deux. Si vous deux, vous pensez que vous êtes un, vous n'avez plus à vous battre pour vous unir. Mais si vous êtes deux et que vous êtes conscient de la nécessité de mettre en commun, mais vous ne les réussirez que dans la paix, dans la prospérité, dans la concorde. Donc, il faut une pédagogie. Il faut que nos écoles reprennent leur mission. Oui. Moi, je me souviens, quand nous étions à l'école primaire déjà, à plus forte raison à l'école secondaire, il y avait un cours de géographie humaine où on apprenait quels sont les peuples qui habitaient le Congo. On nous parlait des Bantous, on nous parlait des Nilotiques, on nous parlait des Soudanais, on nous parlait des Pygmées. Dès le départ, on pouvait savoir qu'on est différent, mais qu'on va vers un destin commun. Voilà. Mais je ne sais pas si ces enseignements n'existent plus, si ces bouquets ont été déchirés, mais il faut y revenir. Il faut construire l'école, reconstruire la famille, reconstruire l'unité de la nation. Voilà, alors professeur, vous êtes aujourd'hui à Congolais Téléma.
C'est en lingala, bien sûr, mais c'est un magazine d'éveil patriotique. Aujourd'hui, vous nous avez rassurés, vous savez d'où nous venons déjà. Et c'est de par la conférence de Berlin qui a pu fracturer, qui a pu dessiner les frontières pour l'Afrique. Évidemment, la décision ne revenait pas aux Africains, mais la décision a été prise. Nous nous sommes retrouvés dans cet espace et vous êtes convaincus aujourd'hui que cet espace doit justement nous pousser à nous unir davantage pour la sauvegarde des frontières, telles que tracées. Absolument. L'Afrique, à l'accession de son indépendance, a décidé que les frontières héritées de la colonisation étaient intangibles. Pas seulement intangibles. Aucune initiative de leur remise en cause n'est possible. Voilà. Donc nous devons vivre, nous devons apprendre à vivre à l'intérieur de nos frontières et dans la paix. Voilà, chacun dans son coin. Dans son coin. Mais on n'empêche pas que vous puissiez venir nous rendre visite et repartir. Bien sûr, la coopération est un sujet important du droit international. Oui. Et nous avons 9 voisins. Elle sera toujours préconisée et aidera le peuple à vivre ensemble parce que la nation, l'âme d'une nation dont vous parlez comme un idéal, ne doit pas empêcher de voir qu'il existe un autre idéal au-dessus de la nation. C'est l'Afrique. L'unité africaine, c'est un idéal commun à tous les peuples d'Afrique. Nous ne pouvons le faire que dans l'amour, dans la paix, dans l'espérance, dans la foi en un destin commun. Alors, professeur, je reviens sur Congolais Téléma. C'est la première fois que je vous reçois et j'aimerais bien, en quelques minutes, que vous puissiez vous adresser à la population parce que c'est un magazine d'éveil patriotique. Là, on a parlé de l'amour du commun, de l'amour que nous devons avoir entre nous en tant qu'ethnie, en tant que communauté, vivre ensemble. Évidemment, les différences font justement cette richesse culturelle et identitaire que nous devons partager entre nous avec amour, sans un regard qui va de travers. Aujourd'hui, prof, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population concernant Congolais Téléma? Comment vous allez les sensibiliser, justement? Voilà, c'est ça le mot. Professeur, vous avez le micro pour sensibiliser la population qui vous suit à travers ce magazine. Merci, Madame Virginie. Ce que je dois dire, c'est que nous sommes un peuple au défi immense. Nous avons besoin de la paix. Nous ne l'avons pas. L'Est est en souffrance, le Nord-Est est en souffrance, et cette souffrance est vécue pas en termes que nous utilisons de mots discours, mais dans la chair, dans le sang. Les gens meurent, les gens sont déplacés, les gens sont même réfugiés en pays étrangers. Et nous ne connaissons pas les conditions dans lesquelles ils ont été accueillis, que ce soit en Ouganda, que ce soit au Burundi. Donc, nous devons avoir une pensée pour eux. Et en même temps, interpeller, ce n'est pas trop dire, nos autorités, pour penser à ce que ces populations peuvent devenir après conflit. Faut-il attendre leur retour, qu'ils arrivent dans nos territoires de Rutshuru, de Massissi, de Nyiragongo, en de fait, Goma, qu'ils reviennent dans leur milieu naturel, sans avoir même une case où habiter, sans avoir un champ à cultiver, puisque n'oublions pas que ce sont des paysans cultivateurs, sans avoir une école pour les enfants, sans avoir un hôpital pour soigner les blessés de guerre, etc. C'est le moment pour le gouvernement congolais de rechercher la paix, rechercher également des pistes de solutions. De vivre comme des gens qui ont de l'espérance, qui ne désespèrent pas, qui croient que la paix reviendra. Et quand elle revient, il faut que les citoyens
se retrouvent. Voilà. Se retrouvent dans leurs activités, se retrouvent dans leur capacité à produire, se retrouvent dans leur capacité à s'aimer les uns et les autres et aller de l'avant. C'est maintenant. Merci beaucoup, professeur. C'est une conclusion qui se passe de tout commentaire parce que ça vient. J'ai reçu le maître et le professeur en même temps. Merci infiniment. Et la prochaine fois, n'hésitez pas, hein, si vous avez encore d'autres sujets qui peuvent toujours pousser les Congolais à s'aimer entre eux, parce qu'il faut dire que nous sommes tous Congolais par rapport au 30 juin 60. Ah, il le confirme. Hein. Voilà, alors fidèles téléspectateurs, tout à l'heure, le professeur conclut, il est en train de conclure avec les mots d'espoir, d'espérance, réfléchir sur les Congolais qui se sont déplacés à cause justement de cette agression injustement imposée à la République démocratique du Congo. Et là, je vais dire au revoir au professeur avec ce message du président de la République qui s'adresse justement aux jeunes des zones occupées. Merci. À vous, jeunes de Goma, de Bukavu, de Rutshuru, de Massissi, de Calais et de toutes les localités éprouvées, je veux adresser un message d'amour, de compassion et d'espérance. Votre courage face à l'oppression n'est pas un murmure isolé. Il honore la nation et nous oblige. Sachez que la République tout entière se tient à vos côtés d'un même cœur. Vous n'êtes pas seuls. Le prix de la résistance que vous payez est la sève d'un Congo nouveau. Garant de la nation, j'ai pris l'engagement personnel d'œuvrer sans relâche pour abréger vos souffrances, rétablir la paix et la sécurité et hâter le retour à la vie normale sur l'ensemble du territoire national. Dès la libération de vos territoires, nous lancerons sans délai un programme prioritaire de reconstruction et de développement, routes, écoles, centres de santé, accès à l'énergie et au numérique, afin que votre créativité devienne l'avant-garde du renouveau de vos territoires. Tenez bon, l'avenir que vous méritez n'est pas compromis, il se construit avec vous et pour vous. Voilà.